Bonjour, bienvenue à tout le monde dans ce cours, le dernier qui vient clôturer vraiment de façon définitive cette fameuse formation concernant la biologie et la biochimie fonctionnelle de tout notre système digestif. Donc, il y a eu 3 cours principaux. Le premier cours bonus qui concerne le foie, parce qu'il y a beaucoup à dire, et donc celui-ci, qui est le deuxième et dernier cours bonus de cette série, donc la biologie fonctionnelle du pancréas et toutes les fonctionnalités biochimiques de ce dernier. C'est ce que nous allons donc évoquer ici, en commençant par la biologie systémique du pancréas. Nous allons ensuite évoquer toutes les fonctions de celui-ci, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a certaines qui entrent dans la digestion, mais pas que. Et puis nous allons un petit peu approfondir tous les soucis liés au pancréas, sans évoquer le diabète, car ceci sera également l'objet de notre cours. Le diabète, il y a tellement à dire. Donc voilà, tous les autres sujets de pathologie du pancréas qui peuvent venir affecter la digestion. On va venir évoquer tout cela dans ce cours ici. Donc le pancréas, c'est un organe rétropéritonéal qui se situe en avant de l'aorte. Donc l'aorte, cette fameuse artère qui pompe le sang, par laquelle le sang est pompé et dirigé dans tout notre organisme, directement de notre cœur. Il a également contact, ce fameux pancréas, avec la veine cave, la veine rénale qui descend jusqu'au rein, par l'arrière de l'estomac, qui passe d'ailleurs au niveau du côlon transverse. Et le pancréas a un contact avec beaucoup de grosses veines, de grosses artères directement collées. C'est un organe très vascularisé et qui est très fragile. Avec une texture, comme il est assez profond, le corps lui laisse une texture très molle, faible. Il est protégé par tout ce qui l'entoure. Voilà. Donc, s'il est atteint par l'intérieur, malheureusement, les dégradations, les pathologies peuvent se développer très vite du fait que cette texture est très molle et hyper vascularisée. Donc, s'il y a une inflammation, ça se propage à une vitesse faramineuse. Au niveau de la biologie systémique du pancréas, il est composé de 4 parties. Il y a la tête du pancréas, l'isthme, le corps, donc la plus grosse partie, et la queue pancréatique. Voilà, donc celle-ci qui vient se loger au niveau du côlon. Voilà, elle est directement en contact avec le côlon. Donc le pancréas, il est en contact direct avec tout le sang qui part du cœur, en contact avec l'estomac, en contact avec tout ce qui est amené au rein par la veine rénale, hein, et aussi en contact direct avec l'intestin et le tissu immunitaire qui va avec, comme j'ai pu l'évoquer lors du cours numéro 3 de cette petite série. Enfin, oui, on peut dire ça. Donc, la tête du pancréas, elle se situe sous le foie. Donc, le pancréas, il prend vraiment beaucoup de place au niveau de l'abdomen. Il traverse, il est en contact avec tout. Donc, il est très profond et du coup, il est entouré par tout. Donc, au niveau de sa tête, il est situé sous le foie. Et cette tête est bordée du duodénum, donc une fois de plus en contact direct. Donc, cette première partie intestinale. Et c'est complètement adhéré. Ils adhèrent littéralement ensemble. Donc, s'il y a un décollement, ça passe pas. Donc ça, c'est adhéré ensemble. Et cette tête du pancréas est traversée par la voie biliaire. Donc, tout ce canal qui prend les sucs digestifs du foie pour les emmener dans la vésicule biliaire, et ben, ce canal traverse la tête du pancréas. Voilà. Donc le pancréas, il est vraiment... il comble les trous en même temps qu'il fait son rôle un petit peu. Donc voilà. Et en seconde partie, nous avons l'isthme. C'est une partie médiane qui est plus étroite et qui se situe juste au niveau des vaisseaux intestinaux, de l'artère mésenterique supérieure.
Donc, si jamais vous vous référez au cours du foie, j'explique dedans un petit peu comment le système sanguin, qui est forcément très lié, hein, puisque le système sanguin vient prendre toutes les molécules de digestion, d'absorption intestinale, hein. Voilà, donc l'isthme, il est également connecté à la veine mésentérique supérieure qui se réunit avec la veine de la rate. En fait, l'union de ces deux veines se fait en contact, au milieu de l'organe, de la partie de l'isthme de l'organe du pancréas. Voilà, donc la veine splénique, hein, cette veine de la rate, elle va alors venir former la veine porte qui ramène le sang veineux de l'intestin et de la rate vers le foie. Tout cela traverse le pancréas au niveau de l'isthme. Nous avons ensuite le corps pancréatique. Alors lui, il s'étend obliquement vers la gauche et vers le haut de l'abdomen, en avant du rein gauche et de la glande surrénale, avec qui également il y a contact direct. Et la queue pancréatique situe l'extrémité gauche du pancréas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment en contact avec le côlon. C'est la proximité immédiate avec la rate et tous les vaisseaux spléniques. Donc, splénique, c'est en rapport à la rate. Voilà. Donc, tous les vaisseaux sanguins qui viennent alimenter la rate sont en contact et passent à l'intérieur du pancréas. Donc, un tissu très malléable et très tendre qui est traversé par plein de vaisseaux sanguins très importants. Et toute la longueur du pancréas, elle est traversée par un canal qu'on appelle le canal de Wirsung. Ce canal pancréatique a pour rôle de collecter les sucs digestifs que le pancréas synthétise. Donc tout le tissu pancréatique, il synthétise toutes ces petites molécules qui vont aller se retrouver dans le suc digestif. Et un gros canal ici, le canal de Wirsung, traverse cet organe et vient collecter tout au long de sa longueur toutes les molécules que le pancréas produit ici et va l'emmener bien évidemment dans le système digestif après. Donc ensuite il se déverse dans le duodénum, ce canal. C'est comme cela que les sucs atteignent. Donc c'est tous les sucs digestifs que l'on n'a pas dans l'estomac et qui sont changeants, qui arrivent là dans le duodénum, ils proviennent donc du pancréas. Voilà, donc c'est en ça qu'ils sont différents et ils ont des fonctions différentes au niveau enzymatique, hein, comme j'ai pu l'expliquer dans les précédents cours. Donc il se réunit au niveau de l'ampoule de Vater avant d'atteindre le duodénum par un orifice qu'on appelle la papille. C'est un petit peu comme un sphincter, hein. Donc, tout est étroitement lié au système sanguin, comme je l'ai expliqué. Un pancréas sain, c'est un tissu qui est très fragile, très mou. Donc, avec ce canal de Wirsung qui mesure 1,5 à 2 mm. Et toute cette texture, ces proximités les unes aux autres comme ça, c'est ce qui explique parfois les difficultés de cicatrisation des sutures chirurgicales. Le pancréas est un organe qu'on essaye de toucher le moins possible parce qu'il cicatrise très très mal. Voilà. En fonction, donc il y a deux fonctions principales qui sont exécutées par le pancréas. Alors, il y a cette fonction de fabrication et d'excrétion des sucs digestifs, donc une fonction exocrine qui entre en jeu dans la digestion, mais il y a également une fonction endocrine, où j'expliquerai après avoir expliqué d'abord ce que c'est la fonction exocrine. Donc la fonction exocrine, c'est la production de toutes ces molécules de suc digestif, le suc pancréatique. Donc c'est un liquide qui va aller, comme je l'ai dit, aider à notre digestion, hein. Sans lui, on ne peut pas digérer correctement. Donc c'est de nombreuses enzymes ici qui vont venir scinder ces macronutriments en micronutriments. Donc nous retrouvons parmi ces enzymes l'amylase,
Donc, cette fameuse amylase qui va nous permettre de scinder les glucides. Donc, par exemple, tout l'amidon que l'on retrouve dans nos céréales, etc., dans notre alimentation, c'est le pancréas qui va produire l'enzyme qui nous permet de digérer ces protéines-là. Donc, comme l'amidon. Nous retrouvons dans ces sucs digestifs les lipases. Les lipases sont les enzymes qui ont la capacité de digérer les lipides, soit les corps gras. Donc, toutes les graisses, elles vont avoir une bonne partie de séquençage grâce à la lipase du suc pancréatique. Alors, les cellules qui produisent ces sucs, ce sont les cellules acineuses, les cellules canalaires, les cellules ductales qui produisent environ 1 litre de suc digestif par jour. Et dans ce suc digestif, on retrouve du bicarbonate qui entre en jeu dans notre équilibre acido-basique et qui donc a un impact sur le pH sanguin du fait de cette proximité. Une fois de plus. Tout est lié dans le corps. Voilà, j'arrête de le répéter parce que je l'ai assez expliqué dans les précédents cours. En fonction endocrine, c'est un rôle hormonal, une sécrétion d'hormones qui entre en jeu et des hormones qui sont également liées à notre digestion et à notre taux de sucre dans le sang. Voilà, donc c'est un cycle, une fois de plus. Donc, nous avons la sécrétion de l'insuline et la sécrétion du glucagon. Donc, ce sont les cellules du pancréas qui produisent ça. Tous ceux qui sont diabétiques le savent très, très bien. Et tous ceux qui connaissent quelqu'un de diabétique, ça va vous parler tout de suite, évidemment, ce que j'évoque ici. Donc, par les îlots de Langerhans, ce sont des cellules spécialisées. Elles sont donc, ces cellules spécialisées, elles ont une teinte un petit peu plus blanche et on les voit sous forme de petits îlots, si on observe au microscope, désolé, c'est pas très cool, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, que nous avons pu apprendre tout ça en tout cas. Donc elles se regroupent en petits îlots qui sont disséminés à l'intérieur du pancréas, partout, voilà. Donc c'est la totalité du pancréas qui a plein de petites cellules partout. Donc, toutes ces cellules ductales, canalaires, etc., qui produisent les sucs. Et puis, des petits îlots, donc d'amas cellulaires spécialisés, qui viennent produire ces fameuses hormones de la glycémie. Alors, l'insuline, c'est l'hormone qui a pour rôle de répondre à un taux de sucre trop élevé dans le sang. Notre sang, il a trop de sucre, hop, le pancréas donne l'ordre, cerveau, mais bon, bref, voilà. Par ce système neurologique, on a l'ordre au niveau du pancréas de produire de l'insuline qui va directement se retrouver dans le sang de par cette fameuse proximité ici évidente. Donc, très très vite, hop, l'insuline se retrouve dans le sang et va venir diminuer la glycémie, le taux de sucre, directement. Alors, donc, bien évidemment, un taux de sucre doit être maintenu en dessous de 1 g par litre pour quelqu'un en bonne santé, qui n'est pas diabétique. C'est le taux idéal entre 0,8 et 1 pour gramme par litre pour assurer un fonctionnement optimal et un bon dosage du sucre afin de pouvoir l'utiliser sans que ça soit toxique pour nous et d'en avoir assez aussi. Voilà, c'est comme ça, dans le sang que ça fonctionne. Alors, l'insuline, donc, elle va venir baisser ce taux de sucre. En cas de trop grand apport, il y en a trop qui passent dans le sang, pouf, on va produire l'insuline. Mais si nous n'en avons pas assez, nous avons du sucre dans notre réserve. J'en ai parlé ça aussi dans le premier ou deuxième cours. Donc, si on a besoin de venir puiser dans la réserve, alors c'est le rôle inverse qui vient être actionné au niveau du pancréas, toujours au niveau des îlots de Langerhans, de ces cellules spécialisées, mais elles vont produire une autre hormone qui s'appelle le glucagon et qui, elle, fait l'effet inverse de l'insuline, tout simplement. Donc là, si on produit du glucagon, pouf, dans le sang, etc., et on va venir, grâce au glucagon, scinder notre réserve glycogène et emmener des molécules de glucose dans le sang.
et remonter le taux de glycémie. Donc le glucagon, c'est les cellules alpha des îlots de Langerhans qui vont produire le glucagon. Et l'insuline est produite par les cellules bêta. Voilà. Et ensemble, elles sont donc ces petits îlots. Voilà, c'est tout un équilibre. C'est un équilibre parfait. Si par exemple nous subissons une ablation partielle ou totale du pancréas, il va être vraiment nécessaire de remplacer les sécrétions enzymatiques. Parce qu'ici, le rôle des sucs digestifs, il est vraiment non négligeable. Donc, toutes les sécrétions enzymatiques naturelles, alors ce sont des enzymes de médication, d'origine animale en général, mais c'est obligatoire. Sans ça, on peut vraiment plus digérer correctement. Le duodénum, il ne peut plus du tout exercer sa fonction première sans cet apport-là de sucre pancréatique. Donc, ces enzymes-là sont indispensables. L'amylase, les lipases, sans ça, on peut pas digérer. Voilà, donc il y a également une nécessité d'apporter de l'insuline. Parce que, comme je vous ai expliqué, ces petits îlots, ils sont disséminés partout. Donc, si on enlève un morceau, on enlève une partie endocrine et une partie exocrine. Et il faudra remplacer les deux. Tous ceux qui sont diabétiques savent très bien, c'est par injection, en injection sous-cutanée. Donc, dans le tissu conjonctif, on apporte l'insuline. Le tissu conjonctif étant hypervascularisé, l'insuline passe directement dans le sang. Et c'est pour ça que lorsqu'on est diabétique, il est indispensable de tester sa glycémie afin de savoir quel est le taux, pour savoir quelle dose d'insuline on doit amener. Voilà, donc ça fera l'objet d'un cours. Le prochain cours, il sera sur le sommeil, mais encore plus tard, il y en aura un sur le diabète. Alors, les 3 formes de maladies qui peuvent nécessiter, ou de pathologies qui peuvent nécessiter de remplacer ces fameuses fonctions endocrines et exocrines du pancréas. Il y en a 3, donc le diabète qui fera l'objet d'un cours, la pancréatite aiguë, donc une inflammation aiguë ici du pancréas qui ne lui permet plus d'assurer de façon optimale son rôle. S'il est enflammé, il n'arrive plus à produire correctement il y en a beaucoup des molécules ici à produire. Et puis alors, sur 2 plans en même temps. Donc voilà, forcément, s'il y a une inflammation, ça ne marche pas. Et le cancer. Un cancer du pancréas, forcément, les cellules immatures sont incapables de produire ces molécules qui nécessitent beaucoup de travail à la production. Le cas de la pancréatite aiguë. C'est une infection brutale de la glande pancréatique. C'est une glande, si on produit quoi que ce soit, donc une glande endocrinée, une glande exocrine, l'organe lui-même, pancréas, c'est une glande. Donc si la glande est enflammée, souvent ça peut être lié à une consommation excessive d'alcool. Malheureusement, l'alcool, il touche le pancréas à une vitesse monstre. Et surtout si c'est régulier. Et alors, quand ça fait des années, il n'arrive plus à avoir le temps de se régénérer correctement. Et ça peut malheureusement facilement aboutir à une pancréatite. Et si cette pancréatite tourne en mode aigu et très très inflammatoire, le tabac aussi vient affecter les cellules pancréatiques plus facilement que les autres cellules. On va dire un petit peu en premier. Voilà. Donc, c'est vraiment... il va falloir travailler à amener des sucs digestifs et pancréatite aiguë. Il faut complémenter. Voilà. Donc, possiblement, la migration de calcul biliaire peut provoquer cela aussi. C'est vrai qu'avec le passage de ce fameux canal pancréas qui est en contact avec tous ces canaux, ça peut arriver qu'un calcul passe et vienne se loger dans la glande, puisque c'est un tissu très mou, très fragile, et qui ne va pas avoir la capacité de faire sortir ce petit caillou. Voilà. Et donc, une inflammation se propage, et ça peut provoquer cela. Donc, une obstruction éventuellement du canal pancréatique aussi. S'il y a un petit calcul qui vient se loger dans le canal pancréatique, tout le pancréas est affecté et peut s'enflammer. Le stress organique traumatique peut
également s'il est très puissant et s'il dure longtemps. C'est parfois des stress traumatiques qui durent des années. Et ça peut aller jusqu'à affecter vraiment le pancréas. Donc, certaines malformations aussi, hein, des fois, certaines personnes ont des malformations de naissance. Donc, tout cela va nécessiter que les enzymes pancréatiques soient amenées autrement pour venir réactiver éventuellement aussi la glande qui s'autodigère si les enzymes pancréatiques sont mal excrétées. Si le pancréas ici ne vient pas excréter correctement et produit quand même des enzymes pancréatiques, comme c'est le cas pendant une pancréatite qui est une inflammation, alors les cellules, les molécules enzymes ici vont rester dans les cellules. Ce tissu pancréatique hyper fragile va donc être digéré comme la viande qu'on mange en fait. Et donc là, par contre, il faut vraiment soigner très très vite. Tout souci pancréatique va nécessiter d'aller voir un médecin rapidement. Voilà. La pancréatite chronique, donc là, c'est plus une destruction fibreuse du pancréas et c'est malheureusement irréversible. Là, c'est les consommations chroniques d'alcool qui viennent entrer en jeu. C'est un peu l'équivalent d'une cirrhose, hein. C'est comme une cirrhose du foie, mais là, c'est le pancréas qui prend. Les autres causes sont des maladies génétiques. Malheureusement, des fois, des maladies génétiques, au bout de plusieurs années, viennent développer dans le pancréas des textures fibreuses qui entraînent donc cette pancréatite chronique. Donc, les patients deviennent hypopancréatiques, développent un diabète. Forcément, on ne produit plus les hormones de la glycémie correctement. Le tabac, l'alcool, voilà, comme je l'ai dit, hein, et 3/4 des cas après 65 ans, si vous continuez l'alcool et le tabac, dans le 3/4 des cas, c'est le pancréas qui vient prendre du fait que cet organe est très mou, très peu protégé et hyper vascularisé. Le dernier point sur les maladies pancréatiques que je vais aborder du coup dans ce cours bonus, c'est le cancer du pancréas qui est un des plus redoutables qui peut toucher parce qu'en fait le diagnostic est souvent on arrive à le diagnostiquer à un stade qui est souvent avancé. C'est un organe qui est tellement profond que souvent, si on a des problèmes de digestion, on va aller chercher ailleurs avant de se rendre compte que ça vient du pancréas et des sucs pancréatiques et que donc c'est le pancréas qui a un problème. Malheureusement, on s'en rend compte, on arrive à avoir l'info quand le pancréas est déjà beaucoup atteint. Donc, le diagnostic est très souvent très tardif. Et c'est une maladie à très fort tropisme métastatique, ce qui signifie que les métastases vont se développer très très vite. Tous les organes très très mous comme ça et très profonds, en fait, c'est des cellules qui sont tellement... elles accrochent facilement et elles peuvent vite partir dans le sang. C'est des organes très vascularisés. Donc, les métastases vont être plus nocives et avoir plus de rapidité et de facilité à se répandre, voilà, et à se développer. Donc, les cas de survie sont malheureusement très rares, hein, et c'est une maladie qui provoque de la jaunisse et un diabète, forcément, et qui souvent affaiblit aussi le foie, hein, qui sont très, très collés. Très très en proximité. De par l'emplacement arrière des viscères, il est enfoui profondément. Il y a très peu de signes cliniques. Et c'est ce qui explique ce diagnostic tardif. Lorsque les tumeurs se développent dans la tête pancréatique, il y a un contact directement avec l'intestin, donc qui est traversé aussi par la voie biliaire. Et c'est pour ça que l'ictère, la jaunisse, hein, peut apparaître et être un signe. Bon, évidemment, toutes les jaunisses ne signifient pas un cancer du pancréas. Ça va, il ne faut pas s'inquiéter à ce point-là. Si on a une jaunisse, ça peut être des fois très banal.
Une jaunisse, ça peut être tout, hein, ça peut être beaucoup de choses, en tout cas, on va dire. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être un signe quand même, voilà. Un autre signe est la coloration brune des urines. Ça, par contre, ça doit vraiment alerter. Il y a des gens qui font pas attention et qui pourraient permettre un diagnostic plus rapide s'ils observaient la couleur des urines, hein, tout simplement. La décoloration des selles, pardon. La décoloration des selles est un signe qui peut aider aussi à vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du pancréas. Donc, je reviens à cette fameuse échelle de Bristol que j'ai précédemment évoquée. Vous tapez échelle de Bristol, consistance, couleur des selles. Il y a 7 mesures d'analyse qui devraient être normales d'observer au quotidien. Je ne sais pas pourquoi les gens ont développé cette phobie de regarder, alors qu'en fait, si on regarde nos selles, on a une énorme information sur la totalité de notre digestion. Ça nous donne une information sur la bonne santé du pancréas, le fonctionnement du foie, est-ce que notre estomac a une bonne production, un bon pH. Enfin, allô, il faut, enfin, ça devrait être normal, quoi. Les solutions, je vais quand même évoquer certaines solutions pour éviter de tomber, pour, on va dire, prévenir la prophylaxie ici de tout, de la bonne santé, du bon fonctionnement pancréatique. C'est en premier lieu de manger des légumes verts et des fruits rouges. Ici, les fruits rouges sont un énorme plus pour notre pancréas. Ils favorisent les cellules du pancréas à faire leur travail de par tout l'apport nutritionnel, toutes les molécules que les fruits rouges emmènent. Le pancréas, c'est que du bonus pour lui. Ça lui aide énormément à faire son travail. Donc, pour tous ceux qui aiment les fruits rouges, allez-y à fond. Hein, c'est que du bonus pour le bon fonctionnement pancréatique. Donc, c'est tous les folates que cela contient. C'est un élément qui joue un rôle au niveau également de la répartition et de la synthèse de l'ADN. Donc, ici, pour la réparation du pancréas, les légumes verts aussi quand même, hein. Mais c'est vrai que les fruits rouges plus, quoi, ils viennent c'est un facteur protecteur. Les folates sont un facteur protecteur du pancréas. Donc, si vous mangez des fruits rouges de façon régulière, vous augmentez le bon fonctionnement et la protection pancréatique. Donc, en fait, c'est un organe qui est hyper profond, hyper difficile à atteindre. Mais si on mange des épinards, du brocoli, du cresson, de la mâche, de l'oseille, de l'avocat, la courgette, les haricots, les petits pois, donc de façon régulière, des légumes de cette sorte-là, de ces sortes-là, et si on a un petit apport régulier quotidien de fruits rouges, il suffit par exemple de manger 5 myrtilles le matin, 4 framboises le lendemain, 3 cerises encore le lendemain, et là, votre pancréas, c'est comme ça, pour lui, c'est parfait. Donc, tous ces aliments riches en folates vont également vous protéger des risques de diabète tardif. Donc, tout ça, c'est l'épigénétique qui entre en jeu ici. Donc, il y a beaucoup de flavonoïdes, de vitamine C, et donc ce fameux folate qui vient entrer en jeu dans la synthèse de l'ADN. Et ici, ça permet de garder certains gènes qui sont là dans notre ADN de par notre génétique et qui peuvent, s'ils se réveillent, venir développer un diabète. Mais c'est pas parce qu'on a ce gène qu'on a forcément le diabète qui va se développer. En mangeant des fruits rouges tous les jours, vous donnez à votre pancréas l'information de fabriquer ces cellules avec un ADN qui garde ce gène endormi. C'est quand même fou, hein. Donc voilà, je clôture avec ceci pour le cours concernant le pancréas. Donc avec le conseil de manger des fruits rouges et des légumes verts. Mais vraiment pour le pancréas, c'est les fruits rouges, hein. Donc la prochaine fois, je vous proposerai un cours sur le sommeil. Donc l'alimentation entre en jeu dans le sommeil aussi. Mais on développera l'autre côté. Et plus tard, au fur et à mesure de tous ces cours, je reviendrai sur ce côté d'épigénétique de gènes dormants qu'on peut garder endormis très, très, très facilement.
en vrai. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ce que je propose sur cette chaîne. N'hésitez pas à poser la moindre question en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous souhaitez développer un peu plus. Je peux donner toutes les explications nécessaires à votre avancement, dans votre savoir. Et c'est avec le plus grand des plaisirs. Et s'il y a quelque chose que je ne sais pas et que vous pouvez m'apprendre, je prends aussi. Le savoir se partage et cette chaîne est faite pour ça. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.